L'espace dans lequel nous vivons exerce une influence puissante, bien que souvent inaperçue, sur la psyché humaine. La manière dont les bâtiments sont conçus, les matériaux utilisés, et même les couleurs présentes dans un environnement urbain ou naturel peuvent avoir un impact significatif sur l'état émotionnel, la productivité et le bien-être général d'un individu. On peut observer cela notamment dans les petites localités, où l'architecture s'harmonise avec la nature environnante. Les lieux remplis de matériaux naturels, de plantes et de lumière abondante créent une atmosphère propice à la paix intérieure et à la pleine conscience. Dans ces environnements, les gens sont plus enclins à la détente, à une concentration profonde et à un sentiment de connexion avec l'espace. À l'inverse, les villes modernes, dominées par le béton et le verre, produisent souvent l'effet contraire. Dans des milieux où les bâtiments sont entassés, où l'horizon est bloqué par des gratte-ciel, et où les espaces publics sont réduits au minimum, il en résulte une sensation d'enfermement et de contrainte. Les espaces surpeuplés peuvent générer une pression psychologique et une anxiété, sapant la tranquillité intérieure. Les recherches en psychologie montrent que même les couleurs jouent un rôle clé dans notre réaction émotionnelle à un espace. Le bleu, associé au ciel et à l'eau, stimule la créativité et l'ouverture. Le vert évoque la stabilité, le calme et le lien avec la nature, tandis que le rouge peut accroître la concentration mais aussi provoquer de la tension. Dans les environnements urbains dominés par les tons sombres du béton et du verre, l'hiver entraîne souvent une baisse de morale et d'énergie. Le manque de couleurs naturelles et d'espaces ouverts nuit à la motivation et au bien-être général. A l'inverse, des espaces soigneusement conçus avec des éléments naturels et des couleurs harmonieuses peuvent produire un effet contraire, stimuler la vitalité, l'optimisme et l'harmonie intérieure. L'architecture n'est donc pas uniquement une affaire d'esthétique. Elle façonne le comportement humain, les émotions et notre manière de percevoir la vie quotidienne. L'espace dans lequel nous évoluons, travaillons et vivons oriente subtilement nos comportements. Les plans ouverts favorisent la communication et les interactions sociales, tandis que les espaces étroits et fermés peuvent induire un sentiment de claustrophobie et accentuer l'isolement. Un exemple classique de l'influence psychologique de l'architecture est le concept de panoptique, analysé par Michel Foucault dans son ouvrage Surveiller et punir. L'idée qu'un individu puisse être constamment observé engendre une forme d'autodiscipline et de régulation intérieure du comportement. De la même manière, l'architecture urbaine moderne, avec ses caméras de surveillance, ses façades vitrées et ses grands espaces ouverts, rappelle ce principe, la surveillance engendre la discipline, mais aussi une angoisse latente. A l'inverse, les espaces baignés de lumière naturelle, aux formes organiques et aux matériaux chaleureux, favorisent un sentiment de sérénité et de détente, comme le montrent certaines études menées en milieu hospitalier, les patients ayant une vue sur la nature se rétablissent plus rapidement que ceux dont les fenêtres donnent sur des murs ou des parkings. Un autre aspect plus subtil de la psychologie architecturale concerne la symbolique des espaces. Les villes sont souvent organisées de manière à refléter les structures de pouvoir, bâtiments monumentaux, larges avenues et façades grandioses non pas seulement pour fonction d'impressionner, mais aussi de susciter un sentiment de subordination ou d'appartenance. Les grandes places des régimes autoritaires en sont un bon exemple, elles sont conçues pour glorifier le pouvoir et rapetisser l'individu. À l'opposé, les ruelles étroites et sinueuses des vieux centres-villes génèrent une sensation d'intimité et de proximité humaine. Il n'est pas surprenant que les villes riches en végétation, en places publiques et en zones piétonnes soient psychologiquement plus agréables que les quartiers d'affaires stériles et remplis de gratte-ciel, l'un invite à la vie et aux échanges, l'autre à la distance et à l'anonymat. L'architecture peut même influencer les valeurs sociales. On le voit par exemple dans les maisons méditerranéennes avec leurs cours ouvertes, où la frontière entre le privé et le public est floue, traduisant un esprit de communauté. A l'inverse, les maisons de banlieue américaines avec leurs jardins clôturés et leurs longues allées incarnent l'individualisme et le besoin de séparation. L'organisation de l'espace peut ainsi façonner notre manière de penser les notions de mien et de nôtre. En fin de compte, l'architecture reflète aussi l'esprit d'une époque. L'architecture baroque, avec ses ornements excessifs et ses lignes dramatiques, exprimait la puissance et la théâtralité des régimes absolutistes. A l'inverse, l'architecture minimaliste du XXe siècle incarnait une logique industrielle d'efficacité et de fonctionnalité. Colin Hellard, chercheur à l'Université de Waterloo au Canada, étudie l'impact psychologique du design urbain. L'un de ses constats les plus réguliers est que les gens réagissent fortement aux façades des bâtiments. Lorsque l'extérieur d'un immeuble est complexe et stimulant, les gens se sentent mieux. S'il est monotone et impersonnel, ils ressentent un malaise. Par exemple, lors d'une expérience menée avec des volontaires marchant le long d'une longue façade vitrée et sombre du magasin Whole Foods à Manhattan, les capteurs ont enregistré une baisse de leur humeur et de leur enthousiasme, ils accéléraient même le pas, comme s'ils voulaient fuir cette zone morte. Leur morale s'est sensiblement améliorée en atteignant les zones avec des restaurants et boutiques, où l'environnement était plus vivant et engageant.
De nombreuses études ont également montré que grandir dans une grande ville double le risque de développer une schizophrénie et augmente les risques d'autres troubles mentaux. Ce phénomène est lié à une douloureuse absence de lien social. Des recherches multiples ont prouvé que la vie urbaine pouvait modifier la biologie du cerveau chez certains individus. Le sociologue William White conseillait aux urbanistes de disposer les objets dans l'espace public de façon à rapprocher physiquement les gens, augmentant ainsi les chances d'interaction, un principe qu'il appelait triangulation. Une caractéristique marquante de toute grande ville est ce sentiment constant de désorientation ou de perte de repères. Le concept de ville consciente propose de déplacer le focus de l'urbanisme de l'efficacité pure vers la santé et le bien-être humain. Cette approche relie les neurosciences, l'architecture et la technologie, partant de l'idée que notre environnement est une extension de notre système nerveux, une sorte d'esprit élargi. Cependant, une telle transformation soulève des questions de faisabilité dans les villes déjà confrontées à des contraintes infrastructurelles et à des pressions économiques. Et bien que cette fusion entre neurosciences et architecture promette une meilleure compréhension de l'impact des espaces sur l'esprit humain, elle nécessite des recherches approfondies et des changements stratégiques à long terme. Malgré tout, les villes conscientes représentent un concept ambitieux et novateur qui, s'il est mis en œuvre correctement, pourrait redéfinir notre manière de percevoir et d'utiliser l'environnement bâti, en le transformant en véritable prolongement de notre système nerveux. Comprendre la réaction humaine à l'architecture, au design et à la planification urbaine, en mettant la santé et le bien-être au premier plan, peut constituer le premier pas vers une stabilité psychologique collective. Ce processus ne doit pas forcément commencer à l'échelle de la ville entière, il peut débuter dans notre environnement immédiat, à la maison, dans l'espace personnel où nous passons le plus clair de notre temps. L'ajout d'éléments naturels, comme des plantes ou la lumière du jour, ou une disposition esthétique harmonieuse, peut avoir un impact profond sur l'état émotionnel et l'équilibre intérieur. Aménager son intérieur dans cette perspective signifie faire des choix conscients favorisant la sérénité, matériaux naturels, couleurs apaisantes, éclairage optimal et organisation minimaliste peuvent améliorer notre santé mentale. Même de petits rituels, comme allumer une bougie, utiliser des huiles parfumées ou exposer des œuvres d'art inspirantes, peuvent transformer notre foyer en véritable refuge pour le corps et l'esprit. Cette démarche reflète une vision philosophique plus profonde de la relation entre l'homme et l'espace. Si le corps est l'expression matérielle de notre être intérieur, alors l'espace qui l'entoure en devient une extension. De la même manière que nos pensées modèlent notre perception du monde, l'ambiance d'un lieu influe sur notre état d'esprit. L'aménagement de l'espace devient ainsi un acte de soin psychologique, un moyen de créer consciemment un cadre qui favorise l'équilibre intérieur à travers l'harmonie extérieure. En définitive, une planification urbaine qui tient compte de la perception humaine et des besoins psychologiques pourrait non seulement améliorer la qualité de vie individuelle, mais aussi poser les bases d'une société plus stable et plus sereine. Si l'espace est réellement le prolongement de notre système nerveux, alors son aménagement devient une affaire non seulement d'architecture, mais aussi de philosophie de vie.